Babelio a un petit bug, il m'affiche toujours pas le truc. J'ai pas commencé cette vidéo, je vous parle comme ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo pour mon update lecture de mai. En tout, en mai, strictement en mai, parce que bien sûr j'ai toujours des petits livres d'avril à vous présenter, mais en mai j'ai lu 7 livres, qui est un bilan un petit peu moins grand que les dernières fois, peut-être parce que j'ai accueilli beaucoup de monde chez moi et que du coup j'ai eu un peu moins le temps de lire. Donc 7 livres, sachant que je vais vous en présenter du coup un peu plus encore une fois, parce que je tourne toujours les updates un petit peu avant la fin du mois, donc forcément il en reste toujours. Et il y avait aussi un livre que j'ai oublié de vous présenter en avril, donc je vais le faire maintenant. Donc en tout premier, ce fameux livre que j'ai oublié, c'est le tome 4 de La Passe Miroir, donc La Tempête des Échos. Je ne sais pas pourquoi, mais Babelio ne veut pas me le mettre, il y a un bug, il veut pas me le mettre dans la liste, donc forcément bah je l'ai oublié. Dans ce livre donc on va continuer à suivre les aventures de Ophélie. Pour vous donner un petit peu résumé du tome 1, sachant que j'espère que vous l'avez tous lu, en tout cas pour ceux qui aiment vraiment beaucoup la fantasy. On va donc être dans une fantasy où notre Ophélie, elle, vit sur une arche où on a des animistes. Donc en gros, ils sentent l'âme des objets, ils arrivent un peu à les animer, etc. Et à côté de ça, elle est aussi liseuse. Donc elle peut lire les objets, voir un peu leur histoire, voir qui les a eu en leur possession, qu'est-ce qu'ils en ont fait avec, etc. Et on a également, sachant qu'elle le sent vraiment, c'est pas juste elle voit l'histoire défiler, elle sent l'histoire de l'objet. Et on a aussi, elle est aussi passeuse de miroir du coup, et elle va se retrouver fiancée à un homme qui vient d'une autre arche totalement différent, où les gens sont beaucoup plus froids, c'est un peu le pôle Nord, et va être son fiancé, et directement ça va pas forcément coller entre eux, et elle va devoir se retrouver à quitter en fait son arche natale pour aller vivre avec son futur mari, sauf que ça va pas se passer exactement comme ce qu'on peut imaginer des livres où on a cette histoire de mariage arrangé. Là c'est vraiment, je pense, quelque chose de totalement différent et qui est vachement bien écrit. La Passe Miroir, c'est un livre très complet avec beaucoup de descriptions, avec un monde très riche en termes de fantasy. Il y a une romance mais elle n'est pas principale et je tiens à le souligner parce que vous savez que moi j'adore la romance et j'en lis beaucoup, mais je lis pas que ça, de temps en temps je lis de la fantasy et je m'y plais bien. C'est le cas tout à fait de La Passe Miroir. Et encore plus, là j'ai lu le dernier tome du coup en audio, du coup je les ai tous relus il me semble en audio, ouais c'est ça. Et j'ai enfin mis un point final au dernier tome parce que cette fois c'était pas une relecture, je ne l'avais jamais lu. Je m'étais arrêtée à vraiment je pense à peine 3-4 chapitres. Là je me suis dit vraiment faut que tu ailles jusqu'au bout, et pourtant j'ai eu un petit coup de mou entre le tome 2, non entre le tome 3 et le tome 4. Mais ça m'a pas empêché de continuer, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que en fait j'avais tellement peur d'être déçue par cette fin que ça me bloquait en fait. J'étais là, je vais être déçue, ça va changer ma vision en fait de La Passe Miroir comme ça a fait avec beaucoup de monde, et en fait pas du tout parce que pour vous donner une petite idée, cette fin en fait elle me convient totalement. Elle convient à la fin que je m'étais imaginée. Normalement plus tu attends entre les deux tomes pour lire, plus tu as de chances d'être déçu parce que tu t'imagines. Et en fait je m'étais imaginé des choses, alors c'est pas forcément tout ce qu'on a retrouvé parce que j'avais pas eu l'intrigue en entier, mais j'ai été contente de cette fin parce que elle m'a pas déçue, parce que c'était que la fin qu'on aurait pu avoir. Après j'avoue je m'étais fait un peu spoiler sur certains trucs vis-à-vis des personnages, notamment parce que je voulais un peu savoir s'il y en avait qui mouraient ou tout ça. Je ne vous spoil pas, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, j'étais quand même contente d'avoir eu ce... Des fois j'aime bien être un petit peu spoilée pour ne pas être trop déçue. Donc ça l'a totalement fait, je trouve que cette fin est incroyable, je trouve que ce tome, encore plus que les autres, reflète un peu notre société. Et ça, j'ai vraiment aimé les parallèles que Christelle Dabo fait, je trouve, entre le monde dans lequel on est dans le livre et notre monde actuel est vraiment incroyable. Ophélie, j'ai juste une petite frustration vis-à-vis d'elle parce que je trouve que de temps en temps, elle se fait un peu marcher dessus et elle a pas le réflexe de répliquer. En fait, elle prend tout sur elle, on est dans sa tête, il y a beaucoup d'introspection, etc. Mais il n'y a pas, à aucun moment, elle va aller voir la personne, elle va dire non mais là t'abuses en fait. Ça fait partie de son caractère, mais du coup, ça fait aussi, donc c'est hyper réaliste parce que c'est ce qu'elle est et l'aventure ne la change pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui changent chez elle, notamment son caractère et tout ça, mais ce qu'elle est fondamentalement ne change pas. Donc voilà, un très bon bilan pour cette saga que je vous conseille de terminer si c'est pas le cas. Et je vais pouvoir maintenant me plonger dans le nouveau livre de Christelle Dabo. Ensuite, on continue avec, du coup, cette fois, je reprends à là où je m'étais arrêtée, du coup. Et j'ai lu très vite après, ou même pendant l'update que j'étais en train de vous faire en avril,
Wildfire, donc c'est le tome 2 de la saga, je sais pas, c'est Maple Hills, la saga. Donc c'est le tome qui vient après Icebreaker, donc c'est une romance contemporaine qui se passe à l'université. Alors là, ça se passe pas exactement à l'université parce que c'est vraiment entre la période des cours de la fac et enfin entre deux périodes de fac, c'est l'été en fait. Et ça va se passer dans une colonie de vacances avec des enfants. Mais c'est vraiment pas le truc central parce que moi j'avais vraiment l'impression qu'on allait suivre la petite colonie de vacances et c'est pas du tout, mais pas du tout le cas. Donc dans Wildfire on suit, désolée je vais reprendre les noms parce que le mec s'appelle Russ, ça je me souviens, mais la fille je ne sais jamais. Aurora. On va suivre Aurora et Russ qui vont se rencontrer à une soirée à la fin de l'année scolaire et ça va être une rencontre assez étrange, franchement. C'est le meilleur début de roman que j'ai lu depuis super longtemps. Le meilleur début de roman de romance que j'ai lu depuis super longtemps. Vraiment, entre nos deux personnages, entre le moment où ils vont se capter, entre le moment où ils vont commencer à parler, où il y a des choses qui vont se passer dans la fête qui vont faire que l'ambiance va monter, qui vont décider tous les deux de s'isoler dans une chambre, et même l'après, le fait que, en gros, ça part de Russ qui va s'isoler dans la salle de bain parce que il a beaucoup aimé ce qui s'est passé et il a envie de réfléchir, de se mettre au calme pour pouvoir demander à Aurora plus. Et de l'autre côté, Aurora qui se dit non mais le mec en fait il a honte, il s'est directement mis dans la salle de bain, ça s'est pas bien passé. Alors que elle aussi elle a passé un bon moment et du coup elle va juste décider de partir en mode bon le mec clairement il est allé dans la salle de bain, il veut pas que je reste. C'est vraiment vraiment cool. On reproche souvent à Hannah Grace de faire des romans qui ont beaucoup de scènes explicites. Celui-là n'a pas dérogé à la règle mais il y en avait beaucoup moins que Icebreaker et ça m'a moins gêné que Icebreaker. C'est vrai que Icebreaker de temps en temps j'étais là bon on a compris le principe même si l'autrice sait être innovante et que c'est pas toujours les mêmes scènes et heureusement Icebreaker c'était à la limite du ça devient trop. Là dans Wildfire ça m'a pas trop dérangé, il y en a, c'est adulte, il y en a pas mal mais on n'est pas dans à toutes les pages sans que ce soit justifié, sans que ce soit bien amené dans le texte. Donc moi pour le coup ça m'a pas dérangé. C'est vrai que l'histoire était à partir du moment où ils sont dans la colonie de vacances et où t'as les enfants et où ils se sont retrouvés, ils étaient très gênés, ils ont mis un peu les choses au clair, bah en fait toute l'histoire va être plus lente, les choses vont se passer doucement entre eux, il se passe pas non plus énormément de trucs, mais je sais pas, j'ai aimé cette ambiance, j'ai aimé cette colonie de vacances, j'ai même aimé la fin, les thématiques ça va être tous les thématiques liées aux parents et la relation en fait de ces deux jeunes personnes avec leurs parents, ça c'était vraiment bien fait j'ai trouvé. Encore une fois il n'y a rien d'incroyable, d'exceptionnel à part le début, les premières scènes que j'ai trouvé incroyables, mais je sais pas, j'ai passé un très très bon moment. Je sais toujours pas si c'est vraiment un coup de cœur mais en tout cas j'aimerais bien l'avoir dans les livres que je garde dans ma bibliothèque parce que vraiment j'ai passé un bon moment et je pense qu'un jour j'aurai envie de le relire donc voilà, je vous le conseille en termes de romance si vous aimez les romances à l'université, si les scènes explicites ça vous dérange pas, et bah n'hésitez pas hein, parce que vraiment super bonne lecture. Ensuite j'ai lu My Dearest Enemy, le tome 1 de Méonie Swam, donc c'est une autrice qui est autopubliée, je crois que c'est son premier roman, enfin je suis même sûre que c'est son premier roman, et j'étais assez bluffée par beaucoup de choses. Et ce livre il faut en parler de manière générale. My Dearest Enemy c'est une dark roman Tessie, ok, donc dark romance, dark fantasy à la limite des deux. J'imaginais pas qu'il y ait autant de points de fantasy dans cette histoire. Alors on n'est peut-être pas au niveau de la magie etc, on est plus avec des vampires, des créatures magiques, un monde géopolitique plutôt bien mené de ce que j'ai vu et je m'imaginais pas qu'il y avait autant de fantasy. Donc dedans on va suivre, je vais rechercher mon téléphone pour les prénoms parce que les prénoms avec moi c'est toujours la pire des choses. On va suivre donc Kellan et Rain qui, donc Kellan d'un côté c'est un chasseur de vampires et Rain c'est le vampire qui est, c'est un des rois des royaumes qui se trouve dans le monde dans lequel on évolue. Et on va avoir donc Kellan qui a subi pas mal de traumatismes et donc gros trigger warning et c'est une des raisons pour lesquelles c'est une dark romantasy, il y a pas mal de trigger warning dont celle des agressions. Et donc notre Kellan il a subi certaines agressions et tu sens qu'il est vraiment traumatisé par ça et c'est vraiment bien montré dès le début du roman et on a aussi des flashbacks, c'est pour ça faites attention, connaissez-vous et surtout dark romantasy donc
majeur pour le lire. Et dans ce cas précis, notre Kellan, il va décider de tuer les plus grands vampires parce que c'est notamment les vampires qui ont participé à son traumatisme et du coup bah, il a un peu envie de se venger, tu sens qu'il est très en colère surtout et de temps en temps t'avais envie un petit peu de lui dire tu veux pas te calmer 5 secondes. Donc il est vraiment très en colère. Il va décider de se venger sur plein de vampires et pour le coup on va avoir donc un peu son parcours à partir du moment où il va décider de s'en prendre à Rain et Rain, au-delà de pas se défendre, il va trouver ça lui plutôt marrant et il va un peu être attiré par Kellan alors que c'est pas du tout le but à la base. Et moi j'avais très peur de la réalisation en fait, je vous explique, parce que j'avais peur de comment allait être Rain et comment il allait interagir face à Kellan et j'ai trouvé que c'était vraiment bien mené du début jusqu'à la fin. Il y avait quelques défauts, notamment au milieu, au moment où ils vont se séparer pour la première fois, il va y avoir un long moment. J'avoue, c'était un peu plus lent et j'avais un peu plus de mal. Mais alors j'ai beaucoup aimé le début et j'ai adoré la fin. À partir du moment où la sœur de Kellan est plus mise en avant dans le livre, j'ai trouvé c'était vraiment intéressant la manière dont ça avait été fait, intelligent. Rain, j'ai juste eu peur de lui à un moment de l'histoire précis, même l'autrice m'a dit oui moi aussi j'ai eu peur pour lui parce que j'ai eu peur en fait que l'histoire prenne une tournure qui n'était pas forcément saine au niveau du couple, mais à mon sens il n'y avait rien de problématique et surtout cette scène était même plutôt intelligemment faite. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir le vlog que j'ai fait, donc 3 jours 3 livres, dans lequel je parle un peu plus de ce livre et vous pouvez voir mes réactions. J'ai pas trop envie de vous en spoiler là-dedans, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si c'est un jeu qui vous intéresse, vraiment allez dessus. C'est un peu des vibes de, je trouve, de du coup le prince captif avec tous les trigger warnings qui vont avec. Et c'est une dark romance MM fantasy qui en a tous les codes et qui est vraiment bien fait, donc n'hésitez pas si c'est le genre de livre que vous lisez. Mais voilà, attention toujours au trigger warning et de toute façon j'en mettrai quelque part je pense dans la vidéo. Ensuite j'ai lu et je suis trop contente aussi, encore une petite pépite, c'est Des rêves à n'en plus finir de Roman Clécy, que j'ai lu aussi donc dans ce vlog 3 livres, 3 jours 3 livres, j'aurais dû l'appeler aussi 3 livres, 3 très bonnes lectures. Donc Des rêves à n'en plus finir, c'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Ciblog, dans lequel en fait on suit une jeune fille qui vient des Indes, qui a grandi en Inde avec sa mère. Son père va revenir la chercher à la mort de sa mère pour l'amener un peu de force en France et pour la marier parce que c'est, je sais plus si c'est une princesse, en tout cas c'est quelqu'un très haut placé au niveau de la noblesse. C'est un mariage arrangé en fait, il y a toute une géopolitique derrière et ce mariage est important pour la France dans ces conditions-là, mais bon, on ne demande bien sûr pas l'avis à la jeune fille et elle vraiment, en fait, déjà il faut un peu comprendre, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, les conditions à l'époque. La jeune fille, elle va devoir s'embarquer sur un bateau pendant de longs mois pour revenir en France. Elle a toujours vécu en Inde, la température en Inde, les conditions en Inde ne sont pas du tout que celles en France. Elle arrive, elle a pas d'amis, elle a toujours vécu en Inde, tout est froid, les gens sont pas pareils, les apparences sont beaucoup plus importantes en France, donc voilà. Et ça c'est plutôt bien montré, même si c'est un passage qui va très vite évoluer parce qu'elle va décider de suivre un peu un inconnu qui est marchand et de s'embarquer sur un bateau pour retourner en Inde. Et donc c'est un peu cette histoire là avec bien sûr une romance. Vraiment très très bonne histoire, j'ai beaucoup aimé la manière dont Roman Clécy avait fait le livre, qu'il y ait à la fois des faits historiques, qu'il y ait de la piraterie, qu'il y ait des aventures, qu'il y ait une romance qui passe de Friends to Lover à Enemies to Lover à Friends. Trop cool, c'est vraiment les histoires de pirates que j'avais envie de lire. C'est pas prise de tête, il n'y a pas forcément des retournements de situation toutes les 30 secondes non plus, mais on passe un vraiment bon moment, il y a pas mal d'aventures, il y a aussi tout le vocabulaire de la mer. J'ai passé un excellent moment et je vous le conseille si vous aimez les romances historiques avec de la piraterie, vraiment foncez, Des rêves à n'en plus finir, c'est une très très bonne histoire. De toute façon j'ai beaucoup de livres à vous conseiller dans cette update parce que j'ai eu des très bonnes lectures.
Le livre que j'ai lu après et que vous n'avez pas eu le point final justement dans mon vlog 3 jours 3 livres, c'est Love on the Brain, qui est un livre de Ali Hazelwood. Alors je sais, elle a sorti plein de livres, d'ailleurs j'en ai un qui est là, Chicken Mate, que j'aimerais bien lire prochainement, mais bon c'est pas forcément... Enfin j'essaye de prendre mon temps parce que c'est des romances où je suis tellement bien qu'il me faut... Après pour m'en remettre, limite j'ai une panne de lecture. Donc bon bref, Love on the Brain, on suit... les prénoms. Donc on suit Bee qui va être recrutée par la NASA. Enfin pas vraiment recrutée en fait, elle a un partenariat vis-à-vis de son boulot avec la NASA concernant les neurosciences et elle va se retrouver en équipe avec Lévi qu'elle connaît depuis la fac parce qu'en fait c'est un garçon qui lui a jamais vraiment parlé, l'a jamais vraiment calculé, c'était la seule et en plus il a été toujours très froid avec lui et à cause de ce comportement qu'il avait et qu'il l'assumait parfaitement vis-à-vis d'elle, et bah les gens avaient des rumeurs comme quoi tout le monde disait que Lévi trouvait que Bee était pas belle ou qu'elle était pas intéressante, etc. Et du coup, Bee a évolué avec cette pensée que Lévi ne l'aimait pas du tout et du coup elle essaye d'aborder le truc avec lui, sauf que les débuts sont pas forcément très prometteurs et c'est leur histoire d'amour dans un contexte de la NASA. Alors c'est vrai que ça ressemble beaucoup à The Love Hypothesis parce que c'est une des premières critiques de ce livre, mais alors moi j'ai adoré The Love Hypothesis, alors je suis contente de replonger dedans. Et encore que j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient différentes, j'adore le fait que ce soit dans l'univers des sciences, même si effectivement c'est pas le sujet principal, hein, les sciences, la recherche, par contre c'est hyper bien montré ce que c'est que le contexte des sciences. Là on va parler beaucoup de, mais je crois que dans The Love Hypothesis aussi, de misogynie dans le secteur de la recherche, de comment le secteur de la recherche a du mal avec les budgets, de l'influence qui est portée sur ce secteur-là. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés au-delà de la romance, même si encore une fois la romance est principale, que j'ai vraiment bien aimé. Lévi c'est juste une pépite, vraiment pour moi c'est le book boyfriend parfait. Et pourtant j'ai du mal, hein. Je suis très critique sur les book boyfriends, mais lui je pense qu'il est dans le top, vraiment. J'ai hâte de plonger dans Love Theoretically et dans Checkmate. Et après j'espère qu'on va nous traduire Bright parce que le jour où il sort, je croise les doigts de pouvoir l'acheter direct et le lire direct. On passe au livre suivant qui est Les Princes Métamorphes, le tome 1, qui est je pense le livre que vous aurez vu dans le dernier vlog sur les romances paranormales. J'étais un petit peu déçue de ce livre, je lui ai mis 3 étoiles. Et je sais pas si on peut dire que c'était une bonne lecture parce que j'ai été déçue globalement, mais en fait la largeur du livre est tellement petite que je m'y attendais un petit peu. L'histoire va très vite et on passe de ils s'aiment pas du tout à ils vont limite être partenaires pour la vie. Donc c'est assez étrange. À côté de ça il y a aussi une quête qu'on rajoute, il y a un monde fantastique et en fait le fait de mettre les 3 ensemble avec une histoire qui est hyper courte, ça fait que bah tout allait vite, tout était bâclé. T'avais pas le temps de t'occuper à la fois du monde de fantasy, à la fois de la romance, à la fois du contexte de l'histoire en fait, de la quête, donc forcément ça l'a pas trop fait. Maintenant surtout que l'un des deux personnages il était juste horrible, mais c'est fait exprès, normalement c'était peut-être pour rire ou pour être dans l'absurde, mais vraiment ils ont fait la caricature du prince qui a toujours été privilégié, qui comprend pas vraiment pourquoi il devrait faire une quête, qui est juste insupportable en fait. J'ai trouvé que le personnage était assez insupportable. Après bien sûr la romance, Charlie Cochelle sait toujours bien le faire. Dans Third, j'adore toutes les romances qu'elle nous a fait, donc j'imaginais que j'allais bien aimer et j'ai bien aimé, mais voilà c'était trop rapide selon moi et du coup ça l'a pas trop fait et je vous ai pas dit le résumé. Donc on suit le prince Owen qui se transforme en un petit félin, je sais plus c'est quoi le nom, et Grimm qui se transforme en loup. Ils sont tous les deux métamorphes et Grimm c'est le garde du corps du prince. Et le roi en fait va demander à Owen, le roi qui n'est pas le père d'ailleurs de... Ça aussi c'est pas hyper bien expliqué. Le roi va demander à Owen en fait de faire une quête pour prouver à son peuple qu'il sera un bon roi. Et du coup il emmène son garde du corps avec lui. Et c'est un peu leur quête pour trouver... Voilà, je vous laisse découvrir parce que je vais pas vous spoiler, mais même la résolution c'est un peu gros. Voilà, donc si vous voulez vraiment un livre pas prise de tête, allez-y. Ensuite j'ai lu Hadès le tome 1. Hadès le tome 1 de Scarlett Sinclair, publié chez Éditions Hugo.
Donc c'est la même histoire que Hadès et Perséphone mais du point de vue d'Hadès. J'en ai beaucoup parlé dans mon dernier vlog, donc peut-être que je vais être un peu plus rapide. Pour l'histoire globale, on a Hadès qui a été lié avec Perséphone par les moires et Perséphone va apparaître un jour dans son nightclub et elle va venir jouer avec lui sans savoir que c'est Hadès. En fait elle va lui demander de lui apprendre à jouer aux cartes, sauf que Hadès il joue aux cartes en faisant des paris et en gros si tu perds tu es lié par un contrat avec lui, ce qu'ils appellent dans ce monde là une faveur. Perséphone va perdre et Hadès va lui proposer un contrat, elle va pas être très contente parce que déjà elle lui a pas tout expliqué dès le début et voilà c'est un peu leur histoire, c'est un peu une histoire d'amour où on a la trope Destiny, donc ils sont destinés dès le début tous les deux à être ensemble. À chaque fois moi les réécritures d'Hadès et Perséphone j'adore, j'ai déjà dans ma wishlist 2 livres que j'ai envie de lire, donc c'est La Reine des Enfers et Perséphone qui est une réécriture beaucoup plus classique de l'histoire de Perséphone et j'ai envie de lire les deux vraiment, donc à chaque fois qu'il y a des livres j'ai envie de me plonger dedans. Là j'ai été déçue, je crois que je lui ai mis 3 étoiles ou 2,5 étoiles, je ne sais plus exactement, parce que 3 étoiles parce que notre Hadès il a des réflexions sexuelles toutes les 30 secondes au point où vraiment j'étais là mais tu ne veux pas penser à autre chose dans ta vie? Il y a ça, il y a le fait qu'une fois qu'ils sont ensemble, il va y avoir des scènes explicites à toutes les pages, mais ça s'enchaîne vraiment. Et les conflits ou les choses qui vont se passer dans leur couple, il n'y a aucune communication. La première chose qu'ils vont penser à faire, c'est allez, on remet le couvert, on va passer un bon moment tous les deux. C'est pas ce que j'imagine moi d'une histoire d'amour personnellement, c'est pas ce que j'ai envie de lire. On continue après ça, du coup le dernier livre des romances paranormales que j'ai lu c'est L'Esprit de Loup de Roxane Dambre. Roxane Dambre qui a aussi écrit donc la saga Scorpie dont je vous ai déjà parlé du tome 1 il me semble. Dans L'Esprit de Loup on suit le loup qui est une métamorphe et qui va être recrutée par la DCRI qui est les services secrets français. En fait elle veut se faire recruter sachant que les services français sont en train d'enquêter sur des métamorphes qui ont commis des crimes et les humains sont pas censés connaître le fait qu'il existe des métamorphes. Donc son but un peu c'est de retrouver avant les services français ces métamorphes en question, de s'en occuper et ensuite en fait d'être aux côtés des services français pour éviter qu'ils aient trop d'informations. Elle va faire la rencontre de Sylvain, alors oui bon après il a d'autres noms parce que ça c'est son nom de code mais voilà, et elle va faire la rencontre de Sylvain qui est un peu son supérieur, je sais pas parce qu'elle est dans l'équipe un petit peu plus des scientifiques et lui c'est plus un enquêteur mais en gros c'est un petit peu son patron et petite romance, enquête. Franchement, ça se lit super bien. Ça se lit super bien alors que j'aime pas les enquêtes, mais vraiment, j'ai passé un bon moment. Je dis pas que c'était exceptionnel, j'ai pas eu un coup de cœur, je pense que je lui ai mis 4 étoiles, donc une bonne lecture vraiment où j'ai passé un bon moment. Je l'ai lu assez rapidement, mais c'est tout. Et je sais pas encore si ça me donne envie de lire la suite parce que c'est une saga de 3 tomes. Si vous aimez les enquêtes et les histoires d'amour, plongez dedans, c'est assez absurde toujours Roxane. Les livres qu'elle fait c'est assez absurde, je me permets de l'appeler par son prénom, bref, l'autrice c'est assez absurde ce qu'elle écrit, c'est souvent très drôle, les situations sont assez cocasses, donc pour ça je vous le conseille. Si vous voulez passer un moment sympathique à rire avec une bonne enquête et une histoire d'amour, c'est le livre, je pense qu'il vous conviendra. Je saurais pas comment rendre hommage à ce livre en fait et c'est ça qui me fait peur parce que ça a été un livre hyper émouvant qui m'a fait prendre conscience de plein de choses, qui m'a retourné l'esprit, qui m'a fait pleurer pendant 2 heures de voiture alors que j'étais toute seule dans la voiture et que je devais conduire pour aller chercher des gens. Parler du syndrome du spaghetti de Marie Varey qui me donne envie de lire tous les livres de Marie Varey. Ce livre il était depuis très longtemps dans ma wishlist, je l'avais vu je crois en tout premier sur la chaîne YouTube de About Estelle. J'adore tout ce qu'elle fait et franchement je pense que c'est la première qui me ruine par le fait qu'elle me conseille des livres. Mais je l'ai vu par la suite sur d'autres comptes. Le démo aussi, Audrey, elle avait fait toute une chronique dessus qui m'avait donné envie. Mais à chaque fois je repoussais parce que je me suis dit, le young adulte, il y a des moods où j'aime bien ça, mais souvent c'est pas prise de tête, donc c'est pas forcément ce que je recherche. Pas prise de tête, c'est pas la définition du syndrome du spaghetti. Le syndrome du spaghetti, c'est prise de tête de A à Z. C'est hyper entraînant. On va suivre Léa, elle joue énormément au basket, elle aime ça vraiment et elle veut faire ça de façon professionnelle et elle a postulé pour l'INSEP. L'INSEP, si vous ne savez pas, en France c'est un institut dans lequel tu peux faire sport-études, donc pour devenir joueur professionnel, mais en même temps tu peux quand même passer ton bac, faire tes études, etc.
Et Léa, il se trouve que il va se passer un drame dans sa vie qui concerne un deuil. Je vais pas vous en parler trop parce que sinon je spoil. Et en même temps elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui joue aussi au basket. Mais lui c'est pas du tout de manière professionnelle, c'est plus dans une ère en extérieur, dans des quartiers pas forcément fréquentables autour de Paris. Enfin dans la ville dans laquelle ils sont, je ne sais plus c'est quoi. Et ce jeune homme il est très très bon. Et donc il va y avoir sa rencontre avec ce jeune homme, il va y avoir tout le truc autour du deuil, mais c'est pas que ça parle aussi de rêves, de faux espoirs, de plein de trucs, mais je vous laisse lire ce livre parce que si je vous en dis trop, je pense que je vais prendre une partie de la bonne découverte de l'histoire de ce livre. Ce que j'aime bien, c'est que tout est maîtrisé dans ce roman de A à Z. Je sais pas comment Marie Barré fait. J'aimerais... C'est le genre de livre... Je pense qu'un jour je vais vous conseiller faire une vidéo sur les livres que j'aurais aimé avoir écrits. C'est vraiment les livres que je trouve parfaits en termes d'écriture, en termes d'histoire. Dès le début, ça ouvre sur une scène où on comprend pas vraiment pourquoi elle nous explique ça. Et moi, pendant tout le long, j'avais oublié un petit peu cette scène. Et à un moment, ça revient dans les révélations à la fin. Et t'es là, mais oui c'est logique en fait qu'on ouvre sur cette scène. Et voilà, il y a plein de trucs qui sont abordés. Le deuil, vraiment. J'ai eu un deuil dans ma famille il y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé de façon très brève sur les réseaux parce que c'est pas quelque chose que j'aime dire sur les réseaux, etc. Ça a été pas très facile de mon côté, mais les réseaux ça m'a aidé et c'est pour ça que j'en ai pas parlé parce que parfois il y a certains moments oubliés ou être dans le déni, c'est une des phases du deuil. Mais j'avais l'impression depuis quelques temps que j'avais dépassé ça, que c'était fini, que c'était bon, c'était acté, sauf que ça marche pas comme ça en fait, c'est pas toi qui choisis. Et ce livre vraiment, ça m'a aidé à comprendre que c'est pas du tout fini, qu'il y a plein de phases au deuil, tout le monde le vit d'une façon différente, que ça induit en fait plein de choses de faire son deuil. Et vraiment ce livre m'a donné tellement d'espoir sur la vie de manière générale. Le message du livre vraiment est incroyable. Je vais vous lire une citation qui pour moi est vraiment le centre de ce livre. La seule chose qu'on peut faire avec ses rêves perdus, c'est les offrir à ceux qu'on aime, à d'autres qui auront le droit de les vivre, qui comprendront leur importance et leur signification. Incroyable, je vous conseille ce livre à 1000% et je vais pas m'arrêter de vous parler de Marie Barré, peut-être pas dans les médias là tout de suite, mais je vous assure que j'ai envie de lire tous ces livres, surtout qu'il y a le dernier livre qui est sorti d'elle, tout le monde dit qu'il est incroyable, exceptionnel. C'est moins un sujet qui est proche de moi, mais je suis sûre que, hyper sensible comme je suis, je serai touchée. J'ai lu Les Maudits de, excusez-moi, Kadja Lazan, puis publié chez les éditions Ciblac, une réédition en fait. Sur Babelio il a une autre couverture qui je trouve est moins bien que celle qui est maintenant, parce que celle qui est maintenant elle est plus mystérieuse et je pense que c'est ce qui va bien à ce livre. On est dans une fantasy où on a une jeune autrice en fait, c'est plus un paranormal pardon. Donc on a une autrice qui va se retrouver à être dans le sud de la France parce qu'elle a hérité je crois d'une maison, elle est en panne d'écriture et elle a décidé d'aller spécialement dans la maison pour un petit peu retrouver l'écriture, sauf qu'il va se passer plein de choses bizarres dans cette maison, des histoires de fantômes, des histoires de magie ancestrale, des histoires de métamorphes, bref elle va faire la rencontre de plein de gens, je vous spoil pas. Ce livre est beaucoup plus une fantaisie qu'une romance et moi j'avais la sensation que j'allais rentrer dans une romance paranormale assez classique avec des loups-garous, mais pas du tout, c'est vraiment une autre façon de voir le paranormal avec des histoires de magie ancestrale, de métamorphes, mais tout type d'animaux, de gemmes, de pierres magiques, enfin bref, je vous laisse découvrir. Faut pas se laisser berner par les 2 premiers chapitres, je pense que moi ça m'a vraiment ralenti les 2 premiers chapitres parce qu'ils étaient vis-à-vis de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps et c'est écrit d'une certaine manière et comme c'est les 2 premiers chapitres et pas que le premier chapitre, j'étais là mais ça va être ça l'histoire, c'est bizarre, c'est pas vraiment le résumé et en fait ça change un peu du tout au tout au moment où on est dans la tête du coup d'Héloé, notre écrivaine, parce que on retourne dans le temps moderne et en fait ça nous permet de comprendre un petit peu, mais c'est vrai que les 2 premiers chapitres m'ont un petit peu ralenti. J'ai beaucoup aimé la romance, la vraie romance de cette histoire entre nos 2 personnages parce que notre protagoniste masculin, je vous tairai le nom parce que c'est pas évident au départ, il est vraiment pas parfait. Et comme c'est dans un roman fantasy, vraiment j'ai trouvé c'était bien mené, même leur romance est originale, la manière dont ils vont finalement se rapprocher, tout
t'es fait de manière à ce que ça sorte de l'ordinaire. Même l'histoire de fantasy, j'ai jamais vu une histoire comme ça, c'est hyper original, atypique, et c'est vraiment le point bonus de ce livre. Si vous en avez marre d'avoir toujours les mêmes scénarios en fantasy, en romantasy et en paranormal de manière générale, vraiment lisez ce livre, vous allez être un peu bluffé de l'originalité, de ouais, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est ça que j'ai vraiment aimé. J'étais pas à fond parce que je suis pas fan des magies ancestrales, des trucs comme ça. Il y avait peut-être pas assez de métamorphes pour moi, il y avait certaines scènes où on est un peu dans la tête du méchant de l'histoire qui sont assez violentes, j'ai trouvé. Et je comprenais pas forcément pourquoi ça avait été mis, parce qu'il y a des manières de plus suggérer. Donc je lui ai pas mis 5 étoiles, mais je lui ai mis un bon 4 étoiles parce que j'ai passé vraiment un bon moment. Enfin, je vais finir sur le deuxième tome de Scorpie, donc la saga Scorpie. On suit Chloé qui va tomber sur un jeune garçon qui est comme ça dans la rue tout seul, et elle se dit oh il est perdu et tout, je vais les recueillir chez moi, et il va avoir des propos assez incohérents, et finalement elle va découvrir un monde dans lequel on a des créatures de l'ombre. Elle va notamment avoir sa romance avec Adam. Je trouve que celui-là, à chaque fois t'as des petites enquêtes, enfin c'est comme l'esprit de loup, même si les histoires sont très différentes. À chaque fois t'as une sorte d'enquête, il se passe un truc dans le monde magique et on va avoir une enquête autour de ça, on découvre un petit peu plus le monde dans lequel on évolue. Et à côté de ça il y a un peu de romance, c'est pas très explicite, il y a une scène là-dedans pour le coup, mais c'est tout. Et sinon c'est la petite vie de Chloé dans ce monde où elle enquête, et c'est sympathique. C'est comme l'esprit de Loose, c'est tu passes un bon moment, tu rigoles parce qu'il y a de l'absurdité, parce qu'il y a des scènes assez cocasses, et voilà, tu passes un bon moment. Moi les enquêtes c'est jamais ce que j'aime en priorité, et depuis j'ai lu beaucoup de choses parce que ces livres je les ai déjà lus il y a très longtemps. Depuis je sais qu'il y a des choses qui me plaisent plus, mais j'ai cette nostalgie là de quand je les lisais, et maintenant quand je les lis vraiment je passe un très bon moment, pas prise de tête. Et voilà, je vous conseille cette saga encore une fois si vous cherchez un truc pas prise de tête, drôle, pour passer un bon moment. Et sur ce, je crois que j'ai terminé ce que j'avais envie de vous dire. N'hésitez pas toujours à liker, à me dire si vous avez aimé en commentaire, à me faire voilà des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.